Les montagnes pour écrin, le lac pour miroir. Annecy, chef-lieu du département de Haute-Savoie. L'eau du lac est la plus pure d'Europe. Ce résultat a été obtenu grâce à des travaux en faveur de l'environnement consentis par les communes riveraines du lac, regroupées en syndicat intercommunal à la fin des années 50. Ces travaux vont durer pendant près de 25 ans. Alimenté par les sources provenant des massifs montagneux qui le bordent, le lac, d'une superficie de 27 km², est long de 14 km et dans sa plus grande largeur, 3 km 500. Il a un périmètre de 42 km. Les vestiges d'une cité lacustre, remontant à 4000 ans avant Jésus-Christ, sont les premières traces de civilisation dans le secteur. À l'époque gallo-romaine, 50 ans avant l'ère chrétienne, l'active cité de Boutaé s'étend dans la plaine des Fains. C'est au Moyen Âge que la cité féodale d'Annecy se développe autour du rocher sur lequel est bâti le château et surtout le long du déversoir naturel du lac, constitué par le Thioux. Fougueux et indompté, le Thioux ne devient un canal qu'au milieu du XIXe siècle. Il est un élément incontournable de la vie de la cité. Forteresse barrant l'entrée de la ville, le palais de Lille ou les vieilles prisons est l'un des monuments les plus photographiés de France. Sa position sur le Thioux lui permet au Moyen Âge d'être un avant-poste protégeant le château où population et animaux viennent se réfugier en cas d'attaque. Résidence des châtelains d'Annecy au XIIe siècle, il est successivement hôtel des monnaies et prison. Sauvé de la démolition au XIXe siècle en étant classé monument historique, on peut aujourd'hui y voir des expositions. De pont en pont, le Thioux nous dévoile ses souvenirs, car c'est tout au long de ses rives que s'est écrite l'histoire de la ville. De nombreux artisans s'y installent, profitant de la motricité de l'eau pour faire tourner moulins et machines. C'est ainsi que l'on trouve des meuniers, des tanneurs, des couteliers et même à une certaine époque, un moulin à tabac. Un ingénieux système d'écluses et de vannes, toujours utilisé aujourd'hui, permet de contrôler le niveau du lac. C'est au futur président de la République, Sadi Carnot, alors ingénieur des ponts et chaussées, que l'on doit cette étude. Ainsi, relevé de 20 cm, le niveau du lac permet de fournir l'énergie nécessaire à la manufacture de coton, implantée le long du quai des Clarisses, dans les murs d'un ancien couvent, duquel les religieuses ont été chassées par la Révolution. Un autre canal déversoir du lac pénètre dans la ville, c'est le canal du Vassé. C'est à son début que se situe le pont des Amours. Il devient souterrain et réapparaît au cœur de la ville. Un petit canal portant différents noms, canal Saint-François, Saint-Dominique, Notre-Dame,
passe en souterrain dans différents endroits de la ville et notamment sous des édifices religieux. Il relie les eaux du Thiou et du Vassé. Ces canaux ont souvent fait surnommer Annecy la Venise savoyarde. Ils se rejoignent à hauteur de l'ancienne manufacture et glissent tranquillement pour aller alimenter les eaux du Fier, qui lui ira rejoindre le Rhône aux environs de Seyssel. C'est ainsi une agréable promenade qui conduit jusqu'au centre de la ville limitrophe de Crangevrier. De la ville féodale active qu'elle était, Annecy a gardé de nombreux souvenirs. Le château, construit entre le XIIe et le XVe siècle, est la demeure des comtes de Genevois-Nemours. C'est aujourd'hui un musée où se trouve, entre autres, l'Observatoire des lacs alpins. Au Moyen Âge, la ville est fortifiée et des portes en protègent l'accès. En venant de Faverges, on entre par le faubourg des Annonciades et la porte Perrière. En venant de Genève, on arrive à la porte Filaterie. En arrivant d'Aix-les-Bains et Chambéry, on pénètre par la porte du Sépulcre, le faubourg Sainte-Claire et la porte Sainte-Claire. Épousant la forme du rocher sur lequel est bâti le château, la grande charrière, qui porte aujourd'hui les noms de rue Sainte-Claire, de Lille et Perrière, est l'artère principale de la bourgade. Ses arcades, aux formes diverses, en font le charme. Trois matinées par semaine, le marché occupe aujourd'hui les rues du Vieil Annecy. Été comme hiver, c'est une ambiance sans égale. Tout au long de l'année, des animations sont proposées par les commerçants de la vieille ville. C'est au XIIIe siècle que le comte de Genève s'installe à Annecy, et c'est en 1416 que la Savoie devient un duché. Au XVe siècle, la ville est plusieurs fois ravagée par les incendies, et les maisons en bois sont peu à peu remplacées par de belles demeures en pierre. En 1535, chassé de Genève par la réforme calviniste, le prince-évêque de Genève s'installe à Annecy et fait ainsi de la ville le siège du diocèse de Genève. Annecy compte à une certaine époque quelques 19 couvents et monastères et un grand nombre d'églises. Au cours de la Révolution française, la Savoie est une première fois rattachée à la France et les religieux sont chassés. Les édifices sont parfois détruits ou transformés en locaux commerciaux et industriels. Des églises témoignent encore aujourd'hui de cette histoire religieuse. L'église Saint-Maurice est la plus ancienne puisque érigée en 1422. L'église Saint-François est édifiée au XVIIe siècle pour servir de chapelle au monastère de la Visitation.
C'est un ordre religieux fondé par François de Sales, évêque de Genève, qui va résider 20 ans à Annecy, et Jeanne de Chantal. Leurs sépultures sont abritées dans cette église jusqu'en 1793. Lors de la Révolution, l'église devient une fabrique de cotons imprimés. Elle est récupérée à la fin du XIXe siècle dans un état de délabrement et restaurée. Jeanne de Chantal, l'une des 3 premières religieuses de l'ordre, était la grand-mère de Madame de Sévigné. François de Sales marque également son attachement à la Savoie en fondant avec Antoine Favre en 1607, 26 ans avant l'Académie française, l'Académie florimontane, une société savante. Saint François de Sales est le patron des journalistes. L'église Notre-Dame de Liesse est caractérisée par son clocher légèrement penché. Elle est partiellement démolie au cours de la Révolution. En 1566, elle a l'honneur de recevoir et exposer le Saint-Suaire. La cathédrale Saint-Pierre est édifiée au XVIe siècle. Elle est, à l'origine, la chapelle des franciscains et devient cathédrale d'emprunt de l'évêque de Genève quand celui-ci se réfugie à Annecy. C'est à côté que se situe le bâtiment de l'ancien évêché dont la construction est terminée à la fin du XVIIIe siècle. Il ne servira jamais de siège au diocèse de Genève, car à la Révolution, il abrite des administrations financières et judiciaires. Il retrouve sa vocation première en 1822 et devient propriété communale au début du XXe siècle. C'est dans la cour de l'ancien évêché que se trouve le buste de Jean-Jacques Rousseau, derrière un balustre d'or, non loin de l'endroit où il a rencontré Madame de Warens. La basilique de la Visitation domine la ville. Elle a été construite en 1922, achevée et consacrée en 1949. Les reliques de Saint François de Sales et de Sainte Jeanne de Chantal y sont conservées. Sur la zone piétonne du centre-ville, l'hôtel de Sales, édifié par un neveu de Saint François de Sales au XVIIe siècle, présente une façade ornée de 4 bustes évoquant les 4 saisons. Annecy est une ville où il fait bon vivre. L'art, l'histoire, la culture et le sport s'y sont donné rendez-vous. Des zones piétonnes aux pistes cyclables, des pelouses du Paquier aux nouveaux quartiers, c'est une animation permanente. Le jardin de l'Europe, situé derrière l'hôtel de ville, a été aménagé en 1863. Il ne reste aujourd'hui que 275 arbres sur les 650 qu'il a abrités. Si Annecy, à juste titre, peut être fière de son histoire dont elle conserve jalousement les témoins, c'est une ville résolument tournée vers l'avenir. Les zones d'activité commerciales et industrielles sont nombreuses dans la périphérie de la ville et le tourisme attire chaque année de nombreux visiteurs. Un centre de congrès et un casino partagent avec un hôtel des locaux aménagés dans un palace du XIXe siècle. Des manifestations sportives et culturelles ont lieu chaque année. Parmi celles-ci, le Festival international du cinéma d'animation et le Festival du film italien. En été, des fêtes populaires animent la ville.
La plus célèbre et la plus spectaculaire est la fête du lac qui a lieu chaque année au début du mois d'août. Elle se termine par un spectacle pyromélodique de renommée internationale. C'est à l'entrée du canal du Thiou que se situe l'embarcadère des bateaux. Des visites commentées sur le lac ont lieu tous les jours. Elles permettent de découvrir les communes riveraines. Annecy-le-Vieux, à ne pas confondre avec le vieil Annecy, est une commune dont l'origine remonte aux Romains. Elle s'étale des pentes du Mont Verrier, au bord du lac. Le chef-lieu, situé sur la colline, recèle de belles habitations bourgeoises. Un clocher datant du XIIe siècle se situe au cœur du bourg. Il marque l'emplacement de l'ancienne église, dévastée à la Révolution. Il a été bâti avec des matériaux provenant d'anciennes constructions gallo-romaines. Une importante zone d'activité commerciale et industrielle est située sur les hauteurs de la ville, ainsi qu'un domaine universitaire. Des zones pavillonnaires et de petits immeubles descendent jusqu'aux rives du lac, où se situe la plage d'Albigny, très fréquentée, ainsi qu'une base nautique. Une roselière a également été aménagée. Différentes espèces y ont trouvé leur place. Plus loin, sur la rive est, accolé au mont Verrier, Verrier du Lac. Entre lac et montagne, c'est une commune baignée de soleil, avec une vue imprenable sur Annecy et le lac. Également d'origine gallo-romaine, Verrier a longtemps tiré ses richesses des vignes qui bénéficiaient d'un ensoleillement remarquable. Mais la maladie de la vigne et l'urbanisation croissante sur les rives du lac ont arrêté la viticulture. C'est maintenant un village touristique et résidentiel. En raison de l'ensoleillement important dont bénéficie ce côté du lac, cette rive, à juste titre, est appelée rive plein soleil. Dominée par les massifs des dents de l'Enfont, le Lanfonnet et la Tournette, la commune de Menton-Saint-Bernard est située au débouché de la vallée venant des Aravis. Le château médiéval est la propriété de la famille de Menton depuis le XIe siècle. Il contrôlait les Bauges, le lac et la route venant des Aravis, c'est-à-dire la route d'Italie. Toujours entretenu par les descendants de la famille, on peut le visiter en partie chaque été. C'est le lieu de naissance de Saint Bernard, fondateur des hospices du Petit et du Grand Saint-Bernard. Dans le bourg, sur un mur de l'église, un bas-relief évoque les principaux moments de la vie légendaire de Saint-Bernard de Menton, protecteur des alpinistes. Les pieds dans l'eau, la commune offre, en plus de la plage, de belles promenades au bord du lac, près du Petit Port. Un peu plus loin, sur la même rive, le Roc de Cher avec ses imposantes falaises. Cette masse s'avance dans le lac, le resserre, créant ainsi le Grand Lac et le Petit Lac. Le Roc de Cher, d'une superficie de 68 hectares, est une réserve naturelle depuis 1977. La faune et la flore y sont très riches, c'est pourquoi des espèces et des variétés y sont protégées. On y dénombre entre autres 40 familles d'oiseaux, plusieurs espèces de libellules, d'amphibiens et reptiles.
La flore est très variée, 478 espèces sont recensées, dont 5 sont protégées. Un golfe y est implanté et de belles randonnées partent de ce lieu. Blottie contre le roc de Cher qui la protège des vents, la baie de Talloires. Comme toutes les communes riveraines, Talloires trouve ses origines au temps des Romains. En 866, un arrière-petit-fils de Charlemagne, Lothaire II de Lorraine, donne le domaine royal de Talloires à sa première épouse, qu'il vient de répudier. Elle y fonde une cella pour quelques religieux, qui va être à l'origine du prieuré. Une abbaye est ensuite bâtie. Elle est un hôtel aujourd'hui. La vie religieuse a longtemps marqué la vie de Talloires, et en 1792, la commune n'échappe pas à la Révolution. Les archives, vieilles de 750 ans, sont brûlées. L'église est détruite, les biens abbatiaux, déclarés nationaux, sont vendus. Talloires devient alors un bourg important avec médecins, notables et bourgeois. Lieu de naissance du chimiste Claude-Louis Berthollet, auquel on doit entre autres la découverte de l'eau de Javel, Talloires est également connu pour sa tradition gastronomique que nombre d'établissements perpétuent. Le premier prieur de Talloires, Germain, attiré par une vocation en solitaire, repère une grotte dans la montagne et s'y établit jusqu'à sa mort en 1060. Une petite église est édifiée. C'est encore un lieu de recueillement et surtout un but de promenade, car de là, la vue est imprenable. Tout ce secteur aussi est propice aux sports les plus divers, randonnée, VTT. La Tournette, culminant à 2360 mètres, est le point le plus haut du tour du lac. C'est du col de la Forclaz que l'on a une vue totale sur l'ensemble du lac. Sous le souffle d'Éole, les disciples d'Icare exécutent un ballet aérien. En quittant le port et la plage de Talloires, on entre dans le petit lac. Après la plage d'Ongon, on arrive à bout du lac, sur la commune de Doussard, où le plan d'eau rejoint la terre dans une vaste plaine entre le massif des Bauges d'un côté et les contreforts des Aravis de l'autre. C'est ici, dans une réserve naturelle, que se trouve l'Ire, une des nombreuses sources alimentant le lac. La réserve est pleine de surprises. Au milieu des roseaux, on peut découvrir toute une faune et une flore. Les plus chanceux vont y voir des castors, et il n'est pas rare d'y rencontrer des poules d'eau, des colverts ou une famille de cygnes. En suivant des chemins de planches, on arrive à la tour de Beauvivier. Une des nombreuses légendes du lac veut qu'un seigneur y ait enfermé sa fille.
juste après la réserve d'Oussard, avec une plage très fréquentée. Sur la rive ouest, de Doussard à la sortie de Sevrier, une piste cyclable est aménagée sur le tracé de l'ancienne voie de chemin de fer reliant Annecy à Albertville. Elle est très fréquentée par les cyclistes, les rollers et même les piétons, et elle offre tout au long du parcours une vue imprenable sur le lac. À partir de Duhain, une large plaine formant un triangle va en se rétrécissant jusqu'aux portes d'Annecy. Elle commence entre la montagne d'Entreverne et le Semnoz. C'est le pays du Laudon, du nom de la rivière, prenant sa source dans le massif des Bauges et qui vient alimenter le lac à Saint-Joriot. La commune de Duhain, ancien village de pêcheurs, possède un riche patrimoine avec notamment le château de Ruffy datant du XIe siècle qui s'avance sur le lac et également le château de Déré au début de la route d'Entreverne. Par un petit sentier de promenade, on arrive à une grotte imitant celle de Lourdes, édifiée à la fin du XIXe siècle pour remercier la Vierge d'avoir protégé la commune de différents cataclysmes. Le pays du Laudon est aussi un lieu de promenade où le sport n'est pas absent. Des routes champêtres permettent de découvrir des villages typiques et la vue sur le lac est changeante à chaque détour. Au bord du lac, Saint-Joriot, qui doit son nom à un moine, fondateur d'un prieuré vers l'an 1000. On y trouve les vestiges d'une voie romaine et de châteaux. Un petit port et une plage de sable créés en 1929 attirent beaucoup de monde dès les beaux jours. Par le col de l'Échaud, on peut rejoindre la station de ski du Semnoz, la Savoie par la route des Bauges, ou redescendre sur Sevrier, au bord du lac. Cette commune doit apparemment son existence à la voie romaine qui reliait Faverges à Boutaë. Une villa gallo-romaine y était alors implantée. Sevrier, s'appuyant sur les pentes du Semnoz, va en pente douce jusqu'au lac. C'est une commune touristique où, là aussi, comme tout autour du lac, le sport, la culture et la gastronomie ne sont pas oubliés. On y trouve un musée de la cloche et le musée du costume savoyard. La montagne du Semnoz descend jusqu'au lac, aux portes d'Annecy. Une forêt dense permet, par de beaux sentiers, de faire des randonnées à pied ou en VTT. C'est au virage de la Puya que se situe le point le plus profond du lac, à plus de 80 mètres. Près de la plage des Marquisats, le port des bateaux de plaisance d'Annecy. De retour au quai, la tentation est grande de flâner un peu encore dans la vieille ville, à l'heure où la lumière envoie sur le canal les reflets du passé. Quand le soleil disparaît, on découvre alors à la nuit tombée une ville animée où les vieilles pierres semblent vouloir nous conter encore et encore leur histoire.
Pleine de charme, de souvenirs et de légendes, la région d'Annecy fait partie de ces lieux magiques auxquels on reste accroché et que l'on quitte toujours avec des provisions de rêve et un brin de nostalgie.